chercher les mentalités afro-caribéennes et d'informer. Nous sommes dans la rubrique culture, donc nous avons M. Lasconi, donc un historien. Bonjour M. Lasconi. Bonjour. Alors comment allez-vous? Je me porte à merveille. Est-ce que vous appréciez Montréal? Oui, on va dire oui, parce que c'est une ville assez sympathique, les gens sont sympas, disponibles, mais j'avoue que j'ai été agressé par des résidus de l'hiver. Voyons, M. Lasconi, nous arrivons au printemps. Vous n'allez pas dire que vous avez subi l'hiver canadien? Hélas, je sors des tropiques, donc le contraste a été foudroyant. D'accord. Alors, M. Lasconi, pour ceux qui nous suivent, est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce que nous savons que vous avez un parcours très riche. Est-ce que vous pouvez dire, pour ceux qui nous suivent, un peu qui vous êtes? Alors, mon nom, je m'appelle Nwomulu Yasangi Yaminabantu, qui est mon prénom, qui signifie en langue Congo les lions de la brousse qui dévora les braconniers. Lasconi est mon patronyme. Je suis natif de la rive droite du fleuve Congo, Brazzaville pour les colons. Je ne suis pas historien, mais je suis historiographe. Je suis documentariste, écrivain, poète, orchestrateur de jazz, entre autres. Voilà ce que je pourrais dire en ce qui me concerne. Quelle est la différence entre historiographe et historien? Historien, c'est celui qui étudie et enseigne l'histoire. Historiographe, c'est celui qui consigne l'histoire. D'accord. Donc tout ce qui est graphe relève de l'écriture. Sténographe, dactylographe, biographe. Alors aujourd'hui, donc, on va parler de la culture, de l'éducation en Afrique. La première question qui me vient à l'esprit, c'est que notre langue maternelle, pour la plupart des Africains, c'est la langue du pays, donc comme on dit couramment le patois, et pourtant, pour aller à l'école, on parle en français. Est-ce que le français, ça ne limiterait pas l'apprentissage de la plupart des Africains? Alors tout d'abord, je voudrais rectifier, oui. Il n'y a pas de patois en Afrique, il y a des langues. Parce que personne ne saurait distinguer une langue d'un patois. Il faut utiliser les mots appropriés parce qu'à chaque fois qu'on utilise ce genre de mots, on fait en quelque sorte le lit de la colonisation. Et ce n'est pas du tout bon. Moi, je suis pour une rupture radicale avec des expressions qui nous présentent comme des primitifs. Donc patois, ça ne me convient pas du tout. Donc patois, c'est le colon qui a apporté patois? Non, mais justement, ce sont les colons qui ont voulu, pour valoriser leur langue, on parlait de patois en parlant de nos langues, alors que nos langues sont aussi riches que les langues des autres. Et elles n'ont rien envié aux langues des autres. Donc c'est pour cela que le mot patois me gêne. Deuxièmement, pour répondre à votre question, il n'y a pas que le français qui est une langue coloniale, il y a aussi l'anglais, le portugais, l'allemand, puisque en Namibie, par exemple, les gens parlent anglais et allemand. En Angola, au Mozambique, les gens parlent le portugais. En Guinée équatoriale, les gens parlent l'espagnol. Et au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa et d'autres pays, les gens parlent le français. Donc l'Afrique a été subdivisée en plusieurs zones linguistiques, qui sont des zones linguistiques artificielles, d'autant plus que ce sont les mêmes populations. Un Congolais de Brazzaville et un Congolais de Kinshasa n'ont pas besoin d'une langue coloniale pour communiquer, puisqu'il y a le lingala qui est là, qui est déjà une langue très très riche. Alors, si vous voulez, je reformule ma question. La langue du colon qui a été imposée dans nos écoles, c'est celle dans laquelle nous pratiquons, nous apprenons à l'école. Est-ce que c'est pas mieux de pouvoir apprendre avec notre langue traditionnelle, la langue de nos ancêtres? C'est évident. Partout, on a expérimenté l'éducation en VO, c'est-à-dire l'éducation en version originale. Des pays comme la Tanzanie, l'Éthiopie ont des résultats probants. Lorsqu'un enfant qui parle sa langue maternelle à la maison et qui va étudier dans une langue étrangère, et cet enfant est forcément handicapé parce que il est mieux d'étudier dans la langue qu'on pratique couramment à la maison. Donc je pense que c'est profitable à la fois aux parents et à l'enfant, puisque l'enfant pourrait facilement se faire corriger par ses parents à la maison en apportant ses devoirs. Vous avez par exemple des parents qui sont analphabètes dans la langue du colon, mais qui ne pourraient donc pas corriger les exercices de leurs enfants dans la langue maternelle. Le mieux, c'est d'étudier dans sa propre langue. Est-ce qu'ils comprendraient mieux les mathématiques, les sciences? Est-ce qu'on aurait plus d'ingénieurs, d'astronautes si on parlait nos langues traditionnelles? N'oubliez pas que les mathématiques sont nées en Afrique. Oui. Donc de ce fait, c'est dans des langues africaines qu'elles ont été conçues. D'accord. Alors, souvent en Afrique,
enfin, ce qu'on apprend à l'école, c'est après la colonisation. On apprend l'histoire de l'après-colonisation. Je ne sais pas si c'est dans toute l'Afrique ainsi, mais on nous apprend quand le colon est venu, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est très rare. Maintenant, on commence à découvrir des historiens qui sortent, qui nous parlent de avant la colonisation. Est-ce que ce ne serait pas bien dans nos écoles d'avoir des cours d'avant la colonisation pour redorer un peu l'image africaine? Il existe deux modèles d'école en Afrique. Vous avez les centres initiatiques dans lesquels j'ai été formé, et vous avez l'école coloniale, celle qui est basée sur le modèle de Jules Ferry. Les centres initiatiques ont l'avantage déjà de dispenser un enseignement dans les langues locales. Et en plus de cela, vous avez des historiens authentiques qui vous apprennent l'histoire authentique de l'Afrique. Le malheur des Africains est que les programmes scolaires, la plupart des programmes scolaires sont conçus à l'extérieur par des non-africains. De ce fait, lorsqu'on étudie l'histoire africaine officielle, c'est une histoire qui a été écrite par d'autres, ceux même qui ne connaissent pas notre continent. Et c'est ce qui explique ce formatage intellectuel. Parce que l'Africain, dès l'école élémentaire, est handicapé mentalement du fait qu'on lui apprend tout ce qui est africain, en fait, devient négatif dans sa pensée. Donc, il grandit avec peu d'estime de soi. Si vous prenez un enfant asiatique, par exemple, l'enfant asiatique grandit, il est élevé à la maison avec sa langue, il est élevé avec sa spiritualité, il est élevé avec ses valeurs traditionnelles. Conclusion, lorsqu'il va à l'école, même s'il s'ouvre à d'autres cultures, il a déjà un ancrage culturel, ce qui le rend plus solide. Mais chez nous, il y a ce qu'on appelle la porosité morale. Et à partir de là, on devient perméable à toutes les bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on doit apprendre à l'école? On peut tout apprendre. Le problème, ce n'est pas de ne pas apprendre ceci, de ne pas apprendre cela. La première des choses qu'on doit faire avant d'aller à l'école, c'est d'avoir un ancrage culturel. Qu'est-ce qu'on doit réformer dans le système? Déjà, il serait bon pour les Africains d'étudier dans leur propre langue. Ça ira plus vite et les enfants comprendraient mieux parce qu'on assimile mieux dans la langue qu'on pratique tous les jours. Parce que l'apprentissage d'une langue étrangère est certes un enrichissement, mais c'est aussi un handicap dans le sens où une langue qu'on ne maîtrise pas totalement ne peut pas vous permettre d'assimiler toutes les matières. Est-ce que c'est pour cela aussi que politiquement en Afrique on a plus de retard par rapport même à la Chine ou même aux Arabes? Non, ce n'est pas ça le problème, parce qu'il y a des politiciens qui pensent dans leur langue. Je pense que vous allez dans des pays comme le Niger ou le Mali, vous avez des députés qui ne parlent pas du tout les langues coloniales et qui siègent à l'Assemblée nationale. Des cas comme ça, je peux vous en citer, et plusieurs sur le continent africain. En Éthiopie, par exemple, dans le Parlement éthiopien, les gens parlent en amharique. En Tanzanie, vous avez des députés qui parlent en kiswahili. Non, là n'est pas le problème. Le problème est que le modèle qui nous est présenté en Afrique n'est pas du tout un modèle authentique, un modèle endogène. Parce que tout ce qui se fait en Afrique en général, c'est ce qui découle de la colonisation. Et malheureusement pour nous, quels que soient les efforts que nous ferons, nous ne deviendrons pas des Occidentaux. Nous sommes des Africains, nous ne sommes pas Africains par hasard. Si nous sommes nés en Afrique, c'est bien parce que nous appartenons à une civilisation. De ce fait, nous devons cultiver le goût de l'originalité, plutôt que d'être des vils imitateurs. Alors comment on fait pour éduquer nos enfants? Parce que nos enfants vont dans des écoles qui ont encore l'empreinte du colonialisme. Tout dépend où on vit. Si vous vivez à l'extérieur, ne cherchez pas à imposer votre culture ailleurs. Si vous élevez vos enfants en Angleterre, ils seront éduqués à l'anglaise. Le vrai problème est que pour les enfants qui sont en Afrique, moi c'est l'Afrique qui me préoccupe, ce qui se passe à l'extérieur, ça ne me regarde pas. En ce qui concerne l'Afrique, l'Afrique doit élaborer ses propres programmes scolaires basés sur ses propres réalités. Je vous donne un exemple, par exemple. Pour l'étudiant africain qui étudie le droit classique à l'université, c'est un droit typiquement occidental. Nous avons des problèmes, par exemple, de polygamie en Afrique. En Occident, la polygamie est interdite. C'est une réalité en Afrique, on ne peut pas la nier. Quand, par exemple, le père décède, qu'il y a un problème de succession, il y a des problèmes de coépouse, comment les départager dans un droit qui, à la base, n'a pas prévu cela. Voyez-vous, je vous donne un exemple simple comme celui du Rwanda, par exemple. Au Rwanda, après le génocide de 1994, on a remarqué que si on devait juger tous les cas, ça aurait pris plusieurs siècles pour évacuer les dossiers. Donc on a dû introduire un système judiciaire qui était basé sur la tradition,
qu'on appelle les Gakaka. C'est-à-dire Les Gakaka, ce sont des juges qui ont été formés traditionnellement, qui ont évacué plusieurs cas, et ce qui a accéléré la réconciliation entre Hutus et Tutsis. Donc, ce qui montre bien que lorsque l'Afrique fait recours à ses propres traditions, les choses se passent mieux. Je ne dis pas qu'il faut obligatoirement rejeter ce qui vient, l'apport extérieur est toujours nécessaire, mais parfois on s'encombre des éléments qui sont inutiles souvent. Et je ne vois pas en quoi, prenez par exemple les constitutions en Afrique. Ce sont des textes que les politiciens, différents politiciens, n'interprètent pas de la même manière. Et à chaque élection, en général, à l'exception de quelques pays comme le Bénin, il y a toujours des crises constitutionnelles. Nous avons des juristes, nous avons des constitutionnalistes, mais nous avons un problème d'interprétation. Si seulement... Est-ce qu'on est prêt pour la démocratie? Comment? Est-ce que nous sommes prêts pour ce type de démocratie? Non, la démocratie quoi? Vous pensez-vous que nous sommes prêts pour la dictature? Non, mais parce que la démocratie, c'est juste une façon de voir les choses. Pour parler tantôt de la polygamie, c'est mal vu en Occident, mais en Afrique, c'est pas forcément mal vu. Donc, tout dépend du continent où nous sommes. Oui, mais forcément la démocratie, c'est mauvais? Je n'ai pas dit que la démocratie était mauvaise. Je dis simplement qu'il faut l'adapter en fonction de ses propres réalités. L'Angleterre, les États-Unis d'Amérique, le Canada sont des pays dits démocratiques, mais ils n'ont pas le même système démocratique. Si vous prenez par exemple en Angleterre, c'est le système, le suffrage universel direct, tandis qu'aux États-Unis d'Amérique, c'est le système des grands électeurs. Donc ce n'est pas la même démocratie. Et pourtant, lorsqu'on parle de ces pays, on parle de démocratie. Alors concrètement à l'école, parce que vous êtes historiographe. Quel est le programme qu'on devrait donner à nos professeurs, à nos enseignants au primaire, au secondaire et à l'université? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Parce qu'on voit que nos dirigeants, nos autorités, quand ils sortent de l'école, surtout de l'université, ils prennent souvent des décisions qui sont plus favorables à l'Occident. Qu'est-ce que nous, on devrait changer dans le système pour que les gens qui sortent de l'école puissent rentrer en Afrique pour défendre l'Afrique? Pourquoi voulez-vous qu'ils sortent forcément? On peut former l'élite sur place. Oui, non, mais quand je dis sortir, c'est sortir du banc scolaire. Oui. Non, parce qu'à un moment, il finit l'école, et puis quand il finit l'école, qu'est-ce qu'il apporte à son pays? Mais tout dépend qui le forme, et qui forme les enseignants, parce que le problème, ce n'est pas d'avoir des enseignants africains, parce que la plupart de ceux qui enseignent en Afrique sont africains. C'est le contenu du programme scolaire qui pose problème. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le contenu du programme? Il faut déjà donner la responsabilité aux traditionnistes. Je ne parle pas des traditionalistes, parce qu'il y a une différence entre le traditionniste et le traditionnaliste. Le traditionniste, c'est celui qui pense la tradition. Le traditionnaliste, c'est celui qui applique la tradition. Nous avons des grands traditionnistes en Afrique. Je vous donnerai l'exemple d'un brillant historien au Rwanda qui a siégé pendant 50 ans à la fois à la cour des Mwami au Burundi et au Rwanda, dont le nom est Rujindiri. Rujindiri a consigné l'histoire des Grands Lacs en jouant un instrument qu'on appelle l'inanga, qui est un sitar monocorde. Ça, ce sont des références qui pourraient permettre, on pourrait se baser sur les récits de Rujindiri pour faire un programme scolaire. Vous allez par exemple au Mali, ce que les gens ne savent pas, l'hymne national du Mali, la musique a été composée par un djeli, un proprement appelé en français griot, qui s'appelait Bazoumana Sissoko, qui est mort en 1987. Bazoumana Sissoko n'a jamais étudié le solfège, et pourtant c'est lui qui a composé l'hymne national du Mali, bien que les paroles ont été écrites par Seydou Badjo. D'accord. Donc c'est un exemple d'ancrage culturel. On peut se référer aux traditionnistes pour pouvoir élaborer les programmes scolaires. Est-ce qu'il en reste encore? Bien sûr qu'il y en a beaucoup, c'est parce que nous voulons les ignorer. Dans chaque pays, je vous donnerai l'exemple du Congo-Brazzaville, pays où je suis né. Je me rappelle jusqu'au début des années 80, on avait ce qu'on appelle des nzonzi, des tribunaux traditionnels qui réglaient les problèmes familiaux. Vous remarquerez qu'il est très facile de divorcer en Occident. En Afrique, le divorce, c'est vraiment un... C'est pas un phénomène, c'est assez rare. Alors, on reste sur notre fin, M. Lasconi, on reste sur notre fin. Lors de votre conférence, vous avez parlé de votre séjour au Ghana, puis de plusieurs autres pays, où vous avez dit que vous avez fait plusieurs études, malgré que vous soyez allé à l'université, et vous avez appris des choses qui ont changé complètement, révolutionné votre mentalité. Puis là, donc, quand vous parlez, on n'entend pas encore, on veut savoir qu'est-ce que vous avez appris là-bas, qu'est-ce qui vous a réveillé. Si vous ne me posez pas les questions, je vous pose la question.
Ben, disons que moi, comme la plupart des jeunes qui ont grandi en Occident, j'ai fait des études classiques. Et puis après mon baccalauréat, j'ai décidé de prendre une année sabbatique parce que je n'aimais pas l'école. Et l'école, vraiment, ça a été une torture pendant des années. C'est tout simplement parce que je n'étudiais pas ce qui répondait à mes aspirations. Et j'ai décidé de rentrer en Afrique et j'ai commencé à étudier dans les centres initiatiques. Ce sont des universitaires millénaires d'Afrique, notamment Igizu, qui est pour moi l'un des plus grands centres de formation d'historiens, qui se trouve au Ghana, à 17 km de la capitale Kumasi. Et là, je suis rentré dans une cour royale où j'ai étudié l'histoire des Ashanti, l'histoire héroïque des Ashanti, avec la résistance de Nana Santewa, qui a formé une armée de 21 000 femmes qui ont combattu les Britanniques pendant 9 mois. Ce sont des choses qu'aucune université africaine n'aurait pu m'apprendre. Et à partir de là, je me suis rendu en Grande-Bretagne, notamment au British Museum, pour vérifier. Et j'ai trouvé à l'African Sainsbury Gallery une épée qui a été volée par les Britanniques en or. C'est au fur et à mesure de faire des comparaisons avec ce que je trouvais, ce que j'étudiais en Afrique, et je pouvais donc vérifier en Europe, puisque la plupart des objets ont été volés en Afrique et exposés dans les musées occidentaux. Et c'est à partir de là que j'ai compris l'apport de l'Afrique dans les civilisations dites universelles. Alors, si l'Afrique était si riche, pourquoi aujourd'hui elle se retrouve comme la dernière roue du carrosse? Parce que les civilisations sont mortelles. Prenez le cas de la Grèce. La Grèce a été le pays qui a civilisé toute l'Europe. Qu'est-ce qui est arrivé aux Grecs aujourd'hui? Aujourd'hui, les Grecs sont obligés d'aller faire la manche au siège de l'Union européenne à Bruxelles, royaume microscopique, pour pouvoir solder les retraites. Donc, ça prouve bien que c'était inimaginable à l'époque de Socrate que les Grecs iraient un jour dans un royaume insignifiant pour pouvoir faire la manche afin de régler les pensions de leurs retraités. Donc l'histoire est une roue qui tourne dans tous les sens, et moi je pars du principe que ce n'est pas parce que l'Afrique se retrouve au plus bas niveau de l'échelle humaine qu'elle n'a pas été en tête du progrès universel. Pour cela, je vous recommande de lire The Progress and Evolution of Man in Africa, écrit par le professeur Louis Seymour Bazet-Leke, qui est considéré comme l'un des plus brillants anthropologues de tous les temps. D'accord. Parlons un peu de la femme. Donc, la femme, c'est celle qui éduque les enfants. Quel rôle devrait avoir la femme pour pouvoir éduquer la nation un peu africaine? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui qui était autrefois? En fait, il existe deux Afriques. Pour être précis, il y a une Afrique traditionnelle qui est stable et une Afrique coloniale qui est instable. Si vous allez dans l'arrière-pays, ce qu'on peut appeler vulgairement les villages, le problème de l'éducation ne se pose pas. Il y a très peu de dévergondés dans l'arrière-pays. Pour donner qu'un exemple à ce niveau-là, souvent les dévergondés, on les trouve dans les zones rurales. La prostitution est un phénomène qui est quasi inexistant dans l'arrière-pays, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Dans les villes, il y a un phénomène qui se pose, c'est le phénomène de la culture du résultat. On veut absolument avoir les chiffres. Un tel a une voiture, je veux faire la même chose. Et on est prêt à faire tout et n'importe quoi pour arriver à ses fins. Dans l'arrière-pays, ce problème ne se pose pas. Et c'est pour cela que la meilleure éducation qu'on puisse recevoir d'une mère africaine, c'est une éducation qui puise dans le puits ancestral. Et quand je parle du puits ancestral, il s'agit des institutions méconnues. Je vous donnerai un exemple tout simple. Au Burkina Faso, il y a eu un coup d'État en 1754 qui a été opéré par un Naba, donc un empereur du nom du Naba Wogbo. Wogbo a renversé un empereur légitime qui s'appelait le Naba Congo. Pour régler le problème du coup d'État, pour que le Naba Congo retrouve son trône, il a fallu faire creuser un puits qu'on appelle le Singabulga. Et ce
puits a été creusé par le Dogon, il produit de l'eau depuis plus de 400 ans. C'est à partir de ce puits qu'on a pu régler le problème de la stabilité des institutions dans cette région qu'on appelle le Yatenga. Et ça, ce sont des choses vérifiables. Le problème est que les Africains sont éduqués pour se tourner vers d'autres contrées. Parce que nous pensons que tout ce qui est bon vient d'ailleurs. Conclusion, nous avons le regard tourné vers l'extérieur et l'essentiel chez nous nous échappe. Je dis simplement que moi, je ne suis pas un homme hermétique. Pour la bonne et simple raison, j'ai beaucoup voyagé. J'ai appris plusieurs langues. Aujourd'hui, je me retrouve au Canada alors que je suis citoyen ghanéen d'adoption, bien que congolais d'origine. J'ai vécu en France, j'ai vécu dans pas mal de pays. Je ne suis pas hostile à l'ouverture. Je dis simplement qu'il est bon de s'ouvrir aux autres, mais avant de s'ouvrir aux autres, il faut d'abord s'étudier soi-même. Dans ce cas, on retourne où alors? Il faut puiser toujours en permanence dans la tradition. La tradition est là pour nous aiguiller, c'est comme une boussole. La tradition est là pour nous montrer le chemin à suivre. Mais dans nos universités, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas d'internet. Comment est-ce que les étudiants vont apprendre? Comment on va faire? Qui vous a dit qu'en Afrique, il y avait dans les universités? Il y a des pays où ils ont, mais il y en a beaucoup, il n'y en a pas. Oui, mais les ordinateurs s'achètent. On pourrait même les adapter dans des langues, africaines. On pourrait faire des logiciels en lingala ou en douala ou en bamileke, je ne sais pas moi. Monsieur Lasconi, je ne suis pas en train de critiquer l'Afrique. Je suis juste en train de décrire ce qui se passe. Non, vous caricaturez, vous non, je ne caricature pas. On essaie de voir comment, avec ce qu'on a aujourd'hui, on pourrait progresser. Oui, mais il ne faut pas croire, la renaissance africaine est effective. L'Afrique, si d'un côté, elle régresse parce qu'elle veut, comment dirais-je, rattraper l'Occident alors qu'il n'y a pas de compétition officielle entre les deux blocs, le problème est que tout dépend ce qu'on veut. Un pays comme la Tanzanie est un pays qui a su adapter sa constitution en fonction de ses traditions. Et c'est un pays stable depuis son indépendance. C'est un pays qui n'a jamais connu de coup d'État. Donc on ne peut pas parler de régression, on peut parler de progression. Maintenant, il y a des pays comme la RDC, le Congo-Brazzaville, qui sont des pays instables depuis... parce qu'il y a des coups d'État, il y a des révolutions de palais, etc. Mais les pays évoluent. Je vous donne un exemple tout simple. Prenons un pays comme le Ghana. Pendant des années, lorsque quelqu'un faisait faillite en Côte d'Ivoire, on disait qu'il est tombé comme Ghana. Depuis, les Ivoiriens ne se permettent plus de le dire parce que le Ghana connaît une certaine émergence. Pourquoi? Parce qu'en 1993, le président John Jerry Rawlings a décidé d'ériger un monument en l'honneur du père de l'indépendance, celui qui s'est battu pour que le pays devienne souverain. C'était Kwame Nkrumah. Nkrumah avait une idée globale de la Renaissance africaine. Malheureusement, il a été incompris parce que c'était un avant-gardiste. Il a été accusé d'être un tyran, d'être un despote, et finalement, l'histoire a fini par lui donner raison parce que ses successeurs n'ont pas fait mieux. Et donc, la sagesse du président Rawlings a fait qu'on a exhumé son corps dans un village qui s'appelle Ekronfu, et on l'a donc exhumé et enterré à Accra, la capitale, où on a érigé un grand monument digne des pharaons d'Égypte. Et depuis cette époque, le Ghana a connu une certaine émergence et une certaine stabilité parce que dans la culture africaine, une sépulture digne de ce nom, dédiée à un héros, a une grande signification. Nous sommes des Africains et là la tradition intervient. Nous avons des pères d'indépendance en Afrique qui n'ont pas de sépulture. C'est le cas de Lumumba, de Mpolo, de Okito, qui sont les pères de l'indépendance de la RDC. Et ce pays, depuis son indépendance, le 30 juin 1960, n'a jamais connu de répit. Et je préconise que symboliquement, qu'on organise des obsèques nationales pour ces trois héros, symboliquement même en allant prendre de la terre à l'endroit où ils ont été exécutés et mettre ça dans des cercueils
symboliquement et leur demander pardon. Je peux vous assurer que la RDC pourrait changer de direction parce que nous sommes des Africains. Vous savez, le Japon est la première puissance technologique du monde et la troisième économie du monde. Le Japon est le pays le plus traditionniste et le plus traditionnaliste au monde. Les Japonais pratiquent le shintoïsme. C'est-à-dire? Ils pratiquent le culte des ancêtres. D'accord. Au Japon, les gens, avant même d'aller au travail, ils sont dans leur kimono, ils font leur libation chez eux. Donc, et pourtant, le Japon a des résultats. Le problème, c'est que chez nous, dès qu'on évoque les traditions, on a l'impression que c'est la régression, c'est le primitivisme. Et nous l'avons tellement intégré dans notre esprit qu'à chaque fois qu'on parle des traditions africaines, les gens sont frileux. Lorsqu'on parle de l'Afrique, n'ayons pas un regard étriqué. Regardons nos traditions avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de plaisir. Et je pense que souvent, lorsque les Africains, les intellectuels en particulier, dès qu'on évoque l'Afrique traditionnelle, les gens sont frileux. Parce qu'ils ne connaissent pas. C'est pas qu'ils ne connaissent pas, il y en a même qui connaissent. Les héros africains. C'est le complexe d'infériorité légué par la colonisation qui pousse l'Africain à animer. Très bien. C'est ça un problème de complexe, ce n'est rien d'autre que cela. Prenez le cas des Africains qui naissent en Occident. Même ici au Canada, vous avez des Africains nés ici qui disent qu'on n'a rien à voir avec l'Afrique, alors qu'ils connaissent leur village. Alors pourquoi faire la critique de ceux qui ont été déportés parce qu'ils n'ont pas demandé à partir? Ah non, ma question c'est plus comment faire en sorte qu'ils soient attirés par l'Afrique. Mais parce que l'Afrique n'est pas assez attractive. L'Afrique n'est pas assez attractive, donc c'est à vous et moi de travailler pour pouvoir la faire rayonner. Parce que c'est à nous de rayonner d'abord. Non, mais le problème est qu'aujourd'hui, il y a des pays qui font des progrès. Vous prenez par exemple le cas du Ghana, il y a un tourisme culturel au Ghana où beaucoup d'Afro-descendants partent. Je vous signale que la Gambie, petit pays d'Afrique de l'Ouest, consacre 2 semaines aux Afro-descendants. C'est le Roots Festival. Les 2 premières semaines du mois de juin au Ghana est consacrée à l'histoire de l'esclavage. Et les gens viennent du Brésil, de la Jamaïque, des États-Unis d'Amérique pour célébrer, pour commémorer plutôt leur déportation. Et c'est un début. Je pense qu'il ne faut pas céder à l'afro-pessimisme. Personnellement, je suis un afro-optimiste parce que je sais que les nations ont un âge. Je trouve même que les Africains se sont bien défendus. Nous sommes ici au Canada. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas vu un seul autochtone. On sait très bien qui a vécu dans ce pays. Donc je dis que les Africains n'ont pas démérité parce que nous occupons 98% de notre espace. Quand je voyage en Afrique, 98% de la population que je vois est mélanoderme. De ce fait, je dis chapeau à nos ancêtres parce qu'ils n'ont pas démérité, on aurait pu disparaître. N'oublions pas qu'aucun peuple n'a été aussi agressé que nous, aussi longtemps. Voyez-vous, les autochtones du continent américain sur lequel nous nous trouvons ont quasiment disparu. Nous sommes toujours là. Oui. Excusez-moi. Allez-y, allez-y. Que pensez-vous des films où on met en avant l'esclavage? Les films, quoi? Où on met en avant l'esclavage des hommes noirs? Ben, tout dépend qui les réalise. Ben, souvent, moi, j'ai vu un film sur l'esclavage qui s'intitule Goodbye Uncle Tom. J'étais même étonné de savoir que les réalisateurs étaient d'origine italienne. Ce film a été censuré et je crois que ça a été le film le plus réaliste sur l'esclavage. Je crois que quand les réalisateurs sont conscients qu'ils ont des bases, et les films peuvent avoir une substance, c'est tout simplement parce que souvent l'histoire de l'Afrique est racontée par d'autres. Oui. Un film réalisé par M. Lasconi n'aura pas forcément le même contenu que celui qui est réalisé par M. Courtillard. Qui veut raconter l'histoire. Voilà, selon son paradigme. Peut-être qu'on manque un peu de films qui racontent plus sur les héros de l'Afrique d'autrefois. Il y a plus de films qui parlent de l'esclavage. Oui, mais on peut parler de l'esclavage. Moi, je pense qu'on n'en parle pas assez. Les Africains devraient être conscients qu'ils ont connu une hémorragie pendant plus de 1000 ans et qu'on devrait en parler. Non, puisque généralement, même, c'est un sujet qui fâche. On devrait davantage en parler. Moi, je suis de ceux qui en parlent beaucoup, puisque j'ai été choisi pour participer au plus grand projet de l'UNESCO qui s'appelle The Slave Root Project. J'ai été invité par le gouvernement de Saint Kitts et Nevis en 2011 pour en parler. Et j'ai consigné mes travaux dans un documentaire qui s'intitule « L'Afrique impériale racontée aux Afro-descendants ». Je pense qu'il faut en parler pour pouvoir réconcilier Africains et Afro-descendants. Ça ne devrait pas être une question tabou. Bon, ben, Monsieur Lasconi, merci d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Génération Afrique, une Afrique qui se réveille.